Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Je suis très émue d'être devant vous. Ça commence bien. Je suis très émotive, je suis très naturelle. Et j'ai promis que je ne dénaturerai rien de l'expérience en témoignant devant vous. J'essaierai de ne rien oublier et j'aurai grand plaisir à répondre à vos questions à la fin. Vraiment. Donc merci à toi Pascal et à toi François de m'accueillir dans votre association. Merci Magali Rose d'être là aussi. Tu es mon soutien indéfectible. On s'est connus à Dijon. Voilà, donc je vais me présenter assez succinctement et tout de suite on va dérouler cette expérience de mort imminente. Et je finirai par les conséquences qu'elle a eues dans ma vie et tous les cadeaux qu'elle m'offre et dont je vous partagerai une ou deux médiumnités que j'ai eues. Parce que la vraie médium ici, c'est Magali Rose qui fera ça après en deuxième partie aussi. Donc, du coup, je suis relaxologue de pleine conscience. C'est une pratique anti-stress par imposition de main où la personne est habillée sur une table, sur le dos, elle ferme les yeux et par imposition des mains, je fais en fait aussi du Reiki, ce qu'on peut appeler ça du Reiki. Et c'est vrai qu'au fil des années, au fil de ma pratique professionnelle, j'ai des défunts qui viennent maintenant. En plus d'alléger les souffrances physiques, les traumatismes ou les courbatures, ou voilà toute la somatisation que le corps provoque, par les mots de l'esprit, la personne arrive à s'apaiser, à retrouver un calme intérieur par elle-même. Moi, je suis juste un outil. Moi, je l'emmène dans une relaxation et elle, puisqu'elle est très détendue, elle se rappelle de choses ou elle a du lâcher-prise, voilà, tout ce vocabulaire-là que vous connaissez déjà sans doute. Donc ça, c'est mon métier principal. Et depuis le Covid, ma médiumnité s'est expansée en fait. Du coup, c'est vrai que je travaille aussi par téléphone, soit par visio, soit par téléphone. Donc là, comme l'esprit est immatériel, il a beaucoup de facilité. Enfin, mon esprit a de la facilité à se relier à vous, à votre esprit. Donc il y a des échanges d'informations qui peuvent vous éclairer. Depuis petite, je tire les cartes aussi. Et là, on va rentrer dans ma vie. Donc c'est parce que je parle de moi. Et en fait, on peut à chaque fois faire des ponts avec votre vie, puisque mon expérience est aussi la vôtre. C'est-à-dire que tout ce que je vais raconter, un jour ou l'autre, vous y arriverez aussi. Peut-être pas par les mêmes chemins, parce que nous sommes aussi des histoires individuelles, mais il y aura beaucoup de choses que vous pourrez reconnaître dans ce que je vais dire. Alors, toute petite, vers 12-13 ans, mes parents m'ont offert un jeu de cartes. Et c'est vrai que, étant donné qu'il y avait beaucoup de problèmes familiales, des problématiques d'alcool, de maltraitance, voilà, des histoires assez lourdes, j'avais plaisir à me réfugier dans les livres et un peu ce qu'on appelle l'ésotérisme. Je lisais déjà les prédictions de Nostradamus. J'étudiais les étoiles, je passais beaucoup de temps dans la nature. J'étais un peu fleur bleue. Et en tirant les cartes, j'ai découvert le décès de ma mère qui allait advenir. J'ai dit, mais puisque je suis au courant, on va faire en sorte que ça ne se produise pas. Est-ce que j'ai une responsabilité dans son départ? Je ne sais pas. À cet âge-là, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, j'ai des réponses. Alors, tout ce que je vais dire n'engage que moi. Je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, on est d'accord. Ça va vous faire bouger, on va réfléchir ensemble à cette expérience. Moi, je vais vous la livrer telle que je l'ai vécue. Donc, et 2 ans après plutôt, à l'âge de mes 15 ans, ma mère décède. Donc évidemment, ce n'est pas prévisible du tout. Elle souffrait de maniaco-dépression. Vous connaissez cette maladie mentale? Ce qu'on appelle aussi la bipolarité. Donc il y a des humeurs très hautes, avec des euphories, des dépenses financières, des bijoux éclatants, voilà, des vêtements chers aussi, et des phases très down, de tristesse, de dépression, des tentatives de suicide. Donc j'ai grandi un peu dans cette atmosphère-là. Et je fais une petite aparté, parce que quand même, ça a beaucoup déterminé ma vie, et c'est ce qui a été un déclencheur de ce que un déclencheur de mon acte. Vers l'âge de 13 ans aussi,
j'ai subi un viol de mon cousin, chez qui j'allais passer des vacances en Bretagne, et des attouchements de son père. Donc c'est vrai qu'au fil des mois, le décès de ma maman, le viol, le contexte familial délétère, les problèmes du monde, de la société, qui commencent à me ternir et à m'affecter vraiment en profondeur. Nous sommes dans les années 95. J'ai 15 ans. Et pour vous situer dans le temps, ce sont les attentats du métro Saint-Michel. Vous vous en rappelez? Toute une série d'attentats comme ça. Donc j'avais noté les stations de métro et puis j'ai pas pris la bonne feuille. Peu importe. J'étais un peu dispersée. Donc je dis à mon père, mais papa, tu te rends compte, les guerres, comment c'est possible que les gens se haïssent à ce point? Et pourquoi dans la famille, tout le monde ne s'entend pas? Et moi, j'ai juste envie de vivre dans l'amour. Alors comment on fait pour aimer? Et pourquoi les gens ne savent pas s'aimer? Comment on fait? Et papa, en fait, pourquoi c'est moi dans ce corps, en fait? Comment que ça se fait que c'est moi dans ce corps? À quoi ça sert de vivre? Toutes ces questions déjà petites ont commencé à grossir et à m'abîmer, puisque les réponses que je voulais ne me convenaient pas. Alors je cherchais dans les livres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je suis allée au catéchisme, mais ça ne me convenait toujours pas. Parce que je ne voulais pas être enfermée dans une religion avec des interdits et des obligations. Je voulais être libre. Donc j'ai commencé à tourner dans ma tête et à ce que j'appelle aujourd'hui une dépression. Le matin, mon papa me beurre mes tartines avant d'aller à l'école. Il a un pyjama bordeaux, je m'en rappelle comme si c'était hier. Les informations tournent en boucle et ça me farcit le cerveau. Je me dépêche, je prends mon bus, et dans le bus, encore ces informations qui tournent en boucle. J'arrive pas à arrêter mon mental, ça me mange. J'arrive en cours de mathématiques, donc je suis déjà défaite, hein, vous l'avez compris. Et là, mon professeur de mathématiques m'interroge au tableau. Christine, viens nous faire l'équation suivante. Mais Christine, elle n'était pas en état, et elle n'aime pas les maths. Donc elle a eu l'impression d'être ridicule, et d'être encore plus inutile. Et ce sentiment du manque d'estime de soi, peut-être certains d'entre vous l'ont rencontré un jour, c'est vraiment horrible, parce que ça nous diminue sans cesse. Tout ce que je vous dis là, peut-être certains d'entre vous vont se reconnaître. Et à la fin de mon récit, on aura d'autres réponses, d'autres solutions, voilà, sans se mettre en danger. C'est vraiment mon message principal. Étant donné que plus rien ne va pour moi, personne ne s'aime, tout le monde veut faire la guerre. Je trouve pas ma place. Ma famille ne me considère pas. Elle ne me voit pas, la société non plus. J'ai pas de solution et je tourne en boucle. En mathématiques, c'est l'horreur. Mes camarades rigolent ou ils sourient. Je me sens nulle. Et mon prof me dit, tu es nulle, tu n'arriveras à rien. Et moi, je suis très polie. Je suis très discrète. Calmement, je range mes affaires. Je prends mon sac à dos noir avec des petits pois blancs. Je quitte le bâtiment principal. Je descends la dizaine de marches, en béton, gris. Je passe à côté de buissons. En face de moi, il y a la cour, je la traverse. Il y a un bâtiment des arts, le bâtiment des arts, avec une porte en fer forgé noir que je pousse. Je monte l'escalier en colimaçon, de couleur crème. Et je suis très calme. Je suis hyper confiante de ce qui va se passer parce que je vais quitter ce corps. Je crois. Parce que ça ne va pas se passer comme prévu. Et je vais quitter ce monde de douleur dans lequel j'existe. Parce que je ne veux plus en faire partie. Je ne veux plus souffrir, je suis au bord du gouffre. Je peux le dire. J'arrive au 4e étage. Je suis très calme et j'ai l'impression que je suis déjà dans un état de conscience modifié à ce moment-là. Comme
comme dans un Walt Disney où elle monte les marches chez la Belle au bois dormant, avec l'appareil à couture, le fuseau. Vous voyez, je monte les marches et je suis comme dans un état hypnotique déjà, à ce moment-là. Donc je pose mon sac, je passe mes jambes et je me laisse aller. C'est-à-dire que je fais une tentative de suicide, vous l'avez compris. Des fois, je fais attention quand il y a des enfants, mais j'ai regardé, il n'y a pas d'enfants. À aucun moment, je n'ai senti le corps s'éclater sur le sol. Excusez-moi pour ce terme-là. Je n'ai jamais senti le corps physique tomber. La douleur du choc. La déflagration, non. Rien. Au contraire. J'étais déjà en dehors de moi. Un vent frais de compassion sur mon visage m'a mis dans un état de paix extrême, d'une blancheur très douce, très paisible, et je n'ai pas souffert. J'étais en paix, et c'était la première fois de ma vie que j'étais en paix. Et tout de suite, dans la scène qui a suivi, il y a beaucoup de scènes comme ça, c'est comme au cinéma. J'ai été au-dessus de mon corps, au moins 3 mètres au-dessus, comme dans une scène en noir et blanc. Une fille sort de sa salle. C'était le bâtiment des arts et de la couture et des BEP pour préparer un métier, vous voyez. Donc elle sort de sa salle de cours et elle me trouve. Elle hurle. J'entends son cri. Je regarde son visage. Elle a le nez droit, les pommettes hautes. Elle a les cheveux en arrière avec des tresses comme ça qui lui tombent sur les épaules. Mais je la vois pas de mes yeux, de mon corps terrestre, physique. Je la vois parce que je suis décorporée, je suis en face d'elle en fait. Je vais vous faire une petite aparté. 25 ans plus tard, je suis maman. Et ma petite Louise est au baby judo. Elle est sélectionnée pour les compétitions. Mais le temps de l'entraînement, les baby judo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est très long. Donc je me suis dit, j'ai le temps d'aller au cimetière et d'aller acheter ma doudoune. Donc je vais au cimetière, j'engueule ma mère, parce que je viens de comprendre que j'avais vécu une EMI, en fait, je vous en parlerai tout à l'heure. Je dis, maman, tu m'as abandonnée, tu te rends compte, même si j'ai vécu une EMI, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la conscience existe en dehors du corps, mais on n'apprend pas ça à l'école. C'est quoi ce cirque? C'est quoi ce monde? Qu'est-ce que je dois en faire? Parce que moi, j'ai toujours l'amour en moi qui cherche qu'à s'exprimer. Et là, sans toi, maman, qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas de repère. Personne ne m'en parle, en fait. J'ai pas d'interlocuteur. Je te déteste, tu m'énerves. Et si c'est vrai tout ça, tout ce monde invisible, tu es là, alors aide-moi, donne-moi un signe. Et là, je suis sous la pluie battante avec mon parapluie. Je m'en vais au magasin acheter ma doudoune pour l'hiver. Je rentre, une vendeuse m'accueille. C'est la jeune fille qui m'a trouvée au sol. On se reconnaît instantanément, donc elle est très émue de me voir debout. Je suis très émue de la reconnaître parce qu'elle ne sait pas que je la connais en fait. Elle ne sait pas moi ce que je sais d'elle. Parce que j'ai eu accès à son histoire de vie dans l'expérience, à qui elle était, à la profondeur de son âme aussi, bien sûr. On s'échange nos numéros, mais en fait, on n'est pas prête à en parler. C'est choquant, en fait. Donc, une semaine se passe, ma fille est encore sélectionnée, ouais, pour le judo. Donc, je retourne, et pareil, pendant l'entraînement, j'ai décidé d'aller acheter ma doudoune, puisque je suis repartie sans, finalement. Mais je ne vais pas revoir cette fille, donc je change de magasin et je vais dans une rue perpendiculaire. Je rentre, et elle m'accueille à nouveau. C'est encore elle. Voilà, ça c'était une aparté qui fait réfléchir. Moi aussi, ça m'a beaucoup perturbée, je vous promets. Parce que pour moi, tout ça, c'était nouveau. Je ne savais pas. Il y avait autant de signes possibles et de synchronicités et de rencontres organisées comme la raison pour laquelle je suis ici. J'en étais où? Donc, je suis face à elle. L'infirmière du lycée arrive. Elle a la blouse blanche. C'est comme ça que je sais que c'est l'infirmière. Elle est blonde. Elle a les cheveux courts frisés. Vous voyez, comme ça. C'est un beau carré. Tout impeccable. Et elle écarte les élèves qui sont tout le monde est sorti des salles, hein, les professeurs. Il y en a un attroupement, et puis il y en a qui pleurent, il y en a qui crient. Je dis, mais... Et moi qui suis décorporée, je suis toute tranquille. Je flotte. Je dis, mais arrêtez de vous inquiéter. Pourquoi vous criez là? Je suis là. Je vais bien. Et je flotte au-dessus d'eux. Et je regarde comment ça se passe. Et je fais même pas attention que la fille qui est au sol, c'est moi. Je la reconnais même pas, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est cet attroupement-là. La scène suivante, je vois mon papa arriver par le portail VIP.
le portail par où rentrent les professeurs. Il vient jusqu'au camion, il est en pleurs, il est en panique, on lui explique, et moi j'écoute toute la conversation qui suit décorporée. Mais c'est comme si que j'avais la tête sous l'eau, les voix sont un peu étouffées, un peu comme ça. Et la scène est encore en noir et blanc. Et je vois une couverture dorée dans laquelle je suis enveloppée, on me met une minerve, on me branche des trucs. Et mon père pousse un peu le secouriste et il veut monter dans le camion. Alors on le rattrape, on dit non, vous montez pas dans le camion, par contre vous pouvez nous suivre en voiture. Et le camion des secours est garé à côté des buissons. En fait, c'est pour ça que je vous avais parlé des buissons tout à l'heure. Et pourquoi Christine a autant de détails? Parce que pour moi, c'est important de valider, de vérifier, de contrôler, d'avoir des preuves. Même vous qui m'écoutez, vous avez besoin de preuves, n'est-ce pas? C'est croustillant. Donc j'entends la conversation. Ils clipsent le brancard dans le camion, mais moi je suis pas dans le corps. Je suis là, je me balade dans le camion, je suis avec le pompier, je suis avec mon père. Donc mon père retourne à sa voiture, je le suis. Et il y a 15 kilomètres du lycée à l'hôpital le plus proche. Et je suis la voiture. Je suis la voiture. Vous comprenez? Je suis la voiture, mais je suis la voiture. Du verbe être. Je suis mon père, je suis mon père. Je suis les pompiers et je suis les pompiers. J'ai tous les points de vue. Je suis hyper curieuse dans l'expérience, donc à chaque fois que j'ai une pensée, hop, j'y vais. Et je me balade dans la voiture de mon père et aussi au niveau de la plaque d'immatriculation. Mon père est dégarni et je suis au-dessus de sa tête et je dis, bah, Dieu, papa, t'as perdu beaucoup de cheveux. C'est très fun. Je suis pas du tout inquiète, mais je sens qu'il y a un empressement. Je sens qu'il y a une alerte. On arrive à l'hôpital. J'ai un peu... Parce que je la revis l'expérience. Vous comprenez que je fais pas que vous la dire ou vous la raconter. Je l'ai dans mon cœur. J'ai pas le kit, j'ai l'émotion et j'ai les images sur ma rétine là. C'est très précis, j'ai tous les détails. Et justement, en parlant de détails, cette infirmière rousse, aussi avec un carré parfait, avec des cheveux un peu ondulés, des yeux bleus, la peau laiteuse, elle est tellement belle. Mais elle est belle, son âme est belle en fait. Et on communique par télépathie. Et elle me dit, sans bouger les lèvres, Christine, tu vas t'en sortir. Je dis, ah bah elle me connaît. Et en plus, elle parle sans bouger les lèvres. C'est génial. Et en fait, j'ai pas le temps de m'attarder sur cette scène. Et je vais encore une aparté. Je récupère l'usage de mes jambes parce que je vais vous dire tout à l'heure que j'ai été paralysée des jambes suite à cet accident, cette défenestration du 4e étage. Et je vais fêter ça en discothèque. Je vais danser sur mes jambes. Je crois que j'ai des béquilles, mais peu importe. Et il y a la fille, en fait, il y a mon amie d'enfance de ce quartier dans lequel j'ai grandi. Sa maman travaille en réanimation. Donc je lui dis, mais dis-moi, on est là pour s'amuser, mais est-ce que c'est bien ta maman qui s'est occupée de moi en réanimation? Alors que vous avez compris que j'étais pas en état. J'avais même des scratchs sur les yeux déjà. J'étais pas en état de voir qui que ce soit et de voir quoi que ce soit. Et pourtant, j'ai bien reconnu sa maman. Et elle me l'a confirmé. Et oui. On va pas compter les preuves, mais je suis très contente de ça. De voir que je n'ai rien inventé. Scène suivante. Je suis comme derrière une vitre et je vois 2 chirurgiens. J'insiste, 2. On verra après. Donc il y a un qui travaille au niveau du dos et un qui travaille au niveau des pieds. Et je dis, oh, la pauvre fille, elle est sur le ventre. Il y a des compresses de sang qui tombent au sol, ça me dégoûte. Et je dis, oh, je ne veux pas voir ça, et je recule instantanément derrière cette vitre. Et je suis l'opération comme ça à distance. Encore une fois, je ne sais pas que c'est moi, je ne souffre absolument pas. Je suis juste curieuse. Et à ce moment-là de l'expérience, je ne sais pas vraiment le remettre dans l'ordre, parce que vous allez comprendre que le temps est différent. Il ne se déroule pas de manière linéaire comme ici, où on compte les minutes et les secondes, etc. Tout se chevauche, tout s'intrique, et tout a un lien. Chaque chose a un lien, chaque scène s'interpénètre les unes dans les autres, comme les poupées russes. Gigogne, cigogne. Gigogne. À ce moment-là, donc,
un grand tunnel s'ouvre. Mais une ouverture immatérielle. On ne peut pas dire que je peux toucher le mur de ce tunnel. Il n'y a pas de texture ni de matérialité. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde de l'esprit. Nous sommes dans mon esprit. Et vous aussi, vous avez un esprit. Hein? On est constitué de la même chose. Nous avons tous un corps et une énergie. C'est incroyable. Nous avons cet esprit qui se déplace, qui peut se déplacer aussi dans les rêves. Donc, je suis de chair et d'os, mais vous êtes mon miroir. On peut vivre ces choses-là sans se jeter par la fenêtre. C'est vraiment le message principal de ce pourquoi je suis là. Si vous avez envie de vivre Noémie, c'est pas sur commande non plus. Hein? Ce serait trop bien. Évidemment que je vous souhaite tous une Noémie, mais dans des conditions de sécurité, de ne pas se mettre en danger. On sait que c'est possible aujourd'hui. Hein. Il y a des millions de témoignages dans différentes langues, dans différentes cultures. J'en étais où? Tunnel. Grande ouverture large, assez claire. Sans matière. Sans texture particulière, quoique. J'avance dans ce tunnel. Et là, accrochez-vous parce que je dis, ça y est, j'y vais, j'ai réussi, c'est ça la mort. Je suis hyper enthousiaste. Donc je me laisse aller. Hier, j'ai fait une publication Facebook où j'ai pris une photo d'un réacteur d'avion avec les hélices. Et je dis, souvent des formes dans la nature ou dans ma vie quotidienne me font penser à mon expérience de mort imminente. Et un interlocuteur me demande en quoi ça te fait penser à ça en fait. C'est agréable ou désagréable? Et ben voilà, je vais vous le dire. Plus j'avance, plus je suis contente. Et vous savez, certains peut-être ont fait de la philosophie de Descartes, qui avait dit « je pense donc je suis ». Et bien moi je suis pas d'accord. C'est « je suis donc je pense ». À méditer, notez. Donc je suis hyper enthousiaste. Je me laisse aspirer, mais d'un autre côté, ça va de plus en plus vite. Et j'ai l'impression que je suis fixe et que c'est le tunnel qui se déplace. Vous comprenez la différence? C'est très troublant. Et ça va de plus en plus vite et ça se resserre et c'est de plus en plus obscur, d'un gris sombre, toutefois avec des étincelles de lumière sur le côté. Ça défile. Et quand je prends le tunnel ici à la montagne, j'adore. C'est vraiment ça, on y est. Alors je dis, vas-y, accélère, on y va. Finalement, ça va tellement vite que je veux ralentir. Et je regrette mon acte de suicide. Je dis finalement, si c'est ça la mort, ça me fait peur. Alors on arrête, s'il vous plaît. Oh, on arrête. Mais je peux pas écarter les bras pour m'agripper à quelque chose et freiner. Ou... Non, c'est trop tard, je suis dedans. Et c'est irréversible là pour moi. C'est trop tard pour revenir en arrière. Et je ne suis pas maître de mon esprit. Je pense. Encore. On garde de cette côté, on y réfléchit demain. Il y a un virage sur la gauche. Et dans cet embranchement, il y a une silhouette. Je ne sais pas vous dire si c'est un homme ou une femme. Mais cette personne est en attente. Alors moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Hein. Est-ce que c'est une personne qui est dans le coma? Est-ce que c'est une personne qui vient de décéder? Est-ce que c'est une personne qui rêve? Pourquoi pas? Est-ce que c'est une personne qui ne sait pas qu'il est décédé? Peut-être aussi. Alors je lui dis, parce que je suis trop contente de voir quelqu'un, je dis, ah mais je suis pas toute seule, bah reste pas plantée là, on y va. Et je suis vraiment un peu familière, mais vraiment dans la vie je suis comme ça. C'est pas un sketch que je vous fais. Et il veut pas. Je sens qu'il est en attente, véritablement. Donc je dis, bah tant pis pour toi, je file. Et je continue ma route. Avec un peu d'appréhension. Scène suivante. J'arrive dans un espace noir. Mais pas noir. Pour ceux qui connaissent l'acrylique, la peinture noire acrylique, il y a ce côté un peu brillant. C'est pas mat. Ceci dit, j'y vois rien. Et je suis gamine, hein, j'ai 15 ans, donc je virevolte. Je m'amuse, mais j'ai pas de corps, vous l'avez compris. Donc je visite. Et il n'y a pas mon père. Ah,
C'est la première fois que j'ai pas mon père dans ma vie, dans mon expérience de vie. Est-ce que je suis dans une expérience de vie ou une expérience de mort? On répondra plus tard. Il n'y a pas ma commode. Je sais pas pourquoi ma commode, je l'adore. Elle n'est pas là. Je cherche des éléments matériels pour me rassurer. Me dire que je suis encore vivante. Mais évidemment que je suis encore vivante. Mon esprit est vivant. Et oui. Mon corps, je sais pas où il est. Je m'en fiche totalement pour l'instant. Et dans cet espace noir, cet espace de l'esprit, cet espace qui nous compose et dont nous avons accès en pleine conscience ou dans nos rêves, vous pouvez y accéder aussi. Parce que j'étais hyper calme et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est calme? Il n'y a pas de brouhaha, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de médisance. Mais qu'est-ce que ça me fait du bien? J'en ai profité et je l'ai découvert, cet espace. Ça m'a fait vraiment ouvrir les yeux, subtil, j'ai envie de dire. Mais à force d'être si calme, finalement, c'est trop calme et on n'a pas l'habitude. Enfin, je n'avais pas l'habitude et j'ai commencé à m'angoisser. Et dans l'expérience, à ce moment-là, je fais une crise de panique. Parce que il n'y a pas de repère. Je suis seule avec moi-même. Je suis seule avec moi-même. Et c'est l'horreur. Parce que ça ne correspond à rien de ce que je connais ici. Et je me dis, mais t'es bête ou quoi? Il n'y a pas de monstre. Reprends-toi. Reprends tes esprits. Reprends ton esprit en main. Pourquoi tu flippes alors qu'il n'y a pas d'élément qui fait peur? Tu es en train de te créer ta peur. Et là, nous, on est forts les humains pour ça. On est forts pour ruminer, mettre des pensées néfastes, et des fois même, on en tombe malade. Ça vous parle? J'invente rien, hein, vous avez vu? Si j'invente, vous me le dites. Et c'est un mécanisme que j'ai découvert dans l'expérience. Reprendre son esprit en main pour s'apaiser. Avec une capacité qu'on a tous en tant qu'être humain. Je suis pas une magicienne, hein. Donc je me délecte de ça et j'en profite et ça me nourrit. Et là, je suis contente dans l'expérience. L'espace redevient noir, brillant. Et c'est comme une salle d'attente, je sais qu'il va y avoir quelque chose de très intéressant. À ce moment-là, en haut à droite, il y a un point, un grain de poussière lumineux qui me subjugue de beauté. Il descend en éclairant l'espace progressivement. Je suis remplie d'amour parce que ce n'est pas une simple lumière, c'est une vibration d'amour pur, étincelant, de toute beauté majestueuse. Il remplit l'espace. Arrêtez de me regarder comme ça, vous allez me faire pleurer. Il remplit l'espace, mais il me remplit moi. C'est cotonneux, c'est confortable, c'est tellement paisible. Plus blanc que blanc, disait Coluche. Parce que dans l'expérience, il y a vraiment différents blancs. De texture, d'énergie, de vibration. C'est incroyable, il avait donc raison, Coluche. À ce moment-là, un être de lumière apparaît devant moi. Majestueux, charismatique. Ni homme, ni femme. Je ne peux pas vous dire avec une auge blanche, parce que je ne peux pas le dessiner au crayon à papier. Il n'a pas de contour bien défini de matière. C'est une énergie de lumière et de puissance vibratoire devant laquelle je suis complètement émerveillée. Alors je lui dis, vous allez rire, ou pas, vous êtes Dieu? Et de manière télépathique, nous communiquons, je comprends plus que Dieu. Amour inconditionnel en fait, qui s'expanse, en fait c'est un puits sans fond, qui jaillit mais en permanence. Ça me nourrit mais en permanence, mais sans s'arrêter.
Bah, qu'est-ce que tu fais là, Christine, me demande-t-il. Bah, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mais vous avez vu mon corps? Ça me dégoûte. Vous avez vu ce qu'on m'a fait? Vous avez vu ma famille? Vous avez vu les guerres? Vous avez vu la société? Vous avez vu le monde? Vous avez vu les catastrophes naturelles? Et j'arrête pas de me plaindre, en fait. Je déblatère des plaintes. Et à chaque fois que j'émets une plainte, il absorbe et me le renvoie en amour et il m'apaise instantanément dans l'expérience. C'est formidable. C'est plus grand qu'une maman. Pourtant, je suis maman. Est-ce que tu veux apprendre? Bah oui, mais dans tout ça, toute cette lumière, tout cet amour, elle est où ma mère? Mais c'est pas le moment. Tu n'es pas là pour ça. Est-ce que tu veux apprendre? Oui, c'est un grand oui. Je veux apprendre. Je suis très volontaire dans l'expérience. Si vous connaissez certains interviews, je peux vous raconter dans le désordre ces scènes-là. Je peux vous les raconter dans un autre ordre. Mais peu importe, parce que tout communique, tout s'interprénète, toutes les informations sont concomitantes en fait. Je vais vous le raconter comme ça. Instantanément, d'un claquement de doigts, il me transpose dans un jardin paradisiaque, assez structuré, avec un arbre majestueux au centre, des oiseaux qui s'envolent, une pelouse étincelante, énergisante, un vert brillant, phosphorescent, pastel, des fleurs, des grandes pétales. J'ai l'impression que je suis une lilliputienne dans ce monde. Je me balade, je traverse les couleurs, les pétales. Il y a de la musique. Les couleurs sont musique. Les espaces sont vibration. Il y a un cours d'eau qui traverse ce paysage, au centre, qui part en diagonale. Et sur la droite, il y a une frontière à ne pas franchir. Si je la franchis, je ne reviendrai pas, je le sais. Petit aparté, entre nous. Je suis devenue propriétaire avec mon mari, à Pierrefonds, dans les Hauts-de-France, près de Compiègne, pour ceux qui connaissent, à 1h30 au nord de Paris. Et quand nous étions à l'étage, par la fenêtre, nous voyions un arbre majestueux, des oiseaux qui s'envolaient, une pelouse à perte de vue, verdoyante, on l'arrosait, il faut dire. Une frontière à ne pas franchir, c'était les voisins, tout simplement. Mais ça m'a beaucoup questionnée, quand même, pour voir est-ce que c'était un paysage fantasque, inventé, de l'expérience, ou un flash de ma vie future. Je n'ai pas la réponse. Et je ne veux pas l'avoir. En tous les cas, je m'amuse beaucoup et je me délecte. Parce que tout est une merveille. Tout est amour. Tout est divin, en fait. Tout a une saveur particulière, d'un bien-être total, sans condition, sans limite. Et cette pelouse est tellement magnifique, énergisante, qu'un brin d'herbe m'attire. Un brin d'herbe. Et je zoome comme au cinéma. Et je m'incorpore au sommet du brin d'herbe. Et je descends dans chacune des nervures du brin d'herbe qui s'expanse sous la terre. Je suis la terre. Je suis chacune des nervures. Je suis une énergie qui se déplace. Je suis musique et je suis toute la connaissance de tous les éléments qui composent ce brin d'herbe. L'être de lumière est toujours là, en supervision. Et il me dit, textuellement, Christine, tu es ce brin d'herbe. Tu te crois toute seule dans le monde. Ton travail, c'est de te relier au monde. Et me voilà parmi vous. J'arrête de me planquer, puisque j'étais assistante maternelle, planquée dans ma maison. Toute la connaissance va du microcosme au macrocosme à ce moment-là. Parce que ce brin d'herbe a une connaissance
communique avec les autres éléments de manière biochimique, nous le savons aujourd'hui de manière physique, scientifique. Mais là, on est plus que ça. On est dans l'information qui circule. Tout est énergie. Et je suis une énergie qui a accès à l'énergie. Facile. Et vous voyez, en cours de méditation, quand j'ai fait du Reiki, on nous apprend que nous sommes composés de l'élément terre. Les os, la chair, l'élément palpable, dur de matière. Nous avons de l'espace entre nos organes. Nous avons des fluides, donc de l'eau. Le sang, les fluides, du corps. Et nous avons la chaleur du corps. Donc tout ce qui compose ce brin d'air, nous l'avons. Et nous sommes naturellement connectés à tout l'espace de la nature qui nous compose, qui compose la nature et qui nous compose nous. C'est pour ça que j'ai eu accès à cette information, puisque c'est en moi. D'accord? Sans avoir fait d'études. À 15 ans, vous pensez bien que je ne savais pas ça. Et je reviens dans cette blancheur. Donc, je vous ai décrit tout à l'heure la texture et l'ambiance, l'atmosphère, complètement bienfaisant, reposant. Et cette connaissance a été tellement forte que j'ai besoin d'infuser toutes ces informations pour qu'elles m'appartiennent. L'être de lumière me dit, est-ce que tu veux apprendre? Je dis oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'elle est devenue alors, ma mère? Oh, c'est pas vrai. C'est pas le moment, Christine. Tu veux apprendre? Je dis, mais dans toutes ces plans de conscience, dans toute cette luminosité, elle est bien quelque part. C'est aussi pour elle que je suis là. C'est pour lui demander pardon, c'est pour lui dire combien je l'aime, parce que j'étais vilaine avec elle. À cause de sa maniaco-dépression, j'étais vilaine. Donc à ce moment-là, il m'emmène comme un astronaute devant notre planète Terre. Vous imaginez? D'un bleu vivant. D'un bleu vivant. Et je zoome et je me rapproche. Et je sens finalement sa grande souffrance à cette planète. Et je m'identifie à elle. Parce que moi aussi j'ai beaucoup de souffrance. Je dis, mais la souffrance, je ne fais pas que la voir. Parce qu'on ne peut pas voir une souffrance. Je la ressens dans mon cœur. Et c'est ça qui me fait violence. C'est ça qui m'interpelle. Donc je zoome et on me montre des cascades de boue, des pans de terre et des continents qui coulent sous les eaux en fait. Elle est ravagée la planète. J'entends El Niño. Le Niño, c'est l'enfant. Plus tard, je me renseignerai sur El Niño et je comprends que c'est un air chaud d'Amérique du Sud qui fait fondre la glace et qui crée ces inondations qu'on constate beaucoup aujourd'hui. C'est vérifié, j'invente rien, vous le voyez bien. Je comprends que c'est un phénomène climatique qui va se répéter. Donc pas de panique les gens. Doucement. Il y a des solutions. Je ne peux pas dire toutes les solutions, mais il y en a. Par l'amour, par l'écologie, par la conscience de la faune, de la flore, le respect de l'animal, la gestion de l'eau. Oh, j'ai tellement de choses à vous dire. Il faut que je me centre. C'est horrible parce que je souffre dans l'expérience à ce moment-là. Je dis, mais arrêtez de me montrer ces images. Et là, il y a des enfants. On zoome sur des enfants disparus sous les eaux, des familles séparées, des enfants maltraités, des enfants battus, des enfants drogués. On vend des enfants. Beaucoup d'histoires d'enfants dans ce film, d'horreur. Je dis, arrêtez de me montrer ces horreurs, j'en peux plus, ça me fait trop souffrir, c'est insoutenable. Pardon. Aparté. J'oublie mon expérience. Tout ce que je vous dis, je vais l'oublier pendant 20 ans. Je fais ma vie comme si je n'avais jamais rien vécu, à part l'opération. Et je deviens assistante maternelle, alors que j'étais prédisposée à devenir professeure des écoles. Mais la manière d'éduquer les enfants dans l'éducation nationale ne me convenait pas du tout. On manquait beaucoup d'empathie. On manquait beaucoup d'amour pour ces enfants. Donc je ne voulais pas faire ce métier-là de professeur des écoles. Moi, j'imaginais des bols tibétains, de la méditation, des balades dans la nature. Et c'était pas du tout ça, on leur gueulait dessus. Parce que j'ai fait l'UFM. Donc j'ai fait les stages pour être prof. Puis je dis, si c'est ça, non, c'est pas comme ça qu'on enseigne. Et j'ai renoncé. Et assistante maternelle, pendant 20 ans, j'ai gardé des enfants maltraités, abusés. Et une petite fille droguée.
Pendant 20 ans, j'ai eu des familles avec des histoires personnelles très douloureuses. Et j'avais souvent des confidences de mamans qui avaient perdu des bébés. Beaucoup de confidences spontanées. Et quand je gardais le bébé dans le cosy, je plongeais en son âme. Je pensais que c'était normal. Mais la maman était choquée. Ça posait problème. Mon attitude avec l'enfant posait problème quelque part et en même temps, avec certaines familles, ça passait bien et on me faisait confiance. Et après, il y avait la queue à ma porte pour que je garde l'enfant, parce qu'ils comprenaient que j'étais une belle personne. Donc 20 ans à travailler comme ça, de plus en plus avec le cœur, en abondance. J'aimais ces enfants comme si ils étaient les miens. Et c'est encore difficile aujourd'hui avec ma famille. Quand je parle avec le facteur comme si c'était mon double, ça pose problème quand même. Je sais pas où j'en suis. L'enfant. Je reviens dans ce calme et je m'apaise. L'être de lumière me dit « Comment peux-tu aimer ?» Dans ces moments-là où il y avait les coulées de boue, les enfants maltraités. Comment peux-tu aimer? Et il me dit, en donnant de l'amour. Mais il ne fait pas que me le dire, il me l'envoie en fait. Vous voyez les films de super-héros, ils envoient de l'amour comme ça. Et là, je vous arrose tous. Parce que ça m'inonde, ça m'appartient, ça me compose, ça me détermine en fait. C'est ma nature profonde, plutôt. C'est ma nature profonde d'être amour. Là, je suis en extase dans l'expérience. Hein. Ça me convient totalement. C'est totalement moi. Ça me fait un bien fou. Et je lui réponds, promis, je ferai de mon mieux. Je reviens dans cette blancheur. Je me calme. J'infuse les informations. Et d'un claquement de doigts, il me fait encore traverser les étoiles. Je me balade dans l'espace. Et finalement, des grands cercles concentriques se chevauchent comme des tunnels. Mais chaque cercle représente un univers. Et là, je parle de multivers. Et puisque je ne savais pas le verbaliser, je l'ai peint dans une toile où il y a un noir acrylique. Et je peins comme ça des cercles avec de la lumière qui perce au centre et qui traverse tous les univers. Je me déplace dans ces multivers et je prends conscience que je suis énergie et au fur et à mesure que je me dépouille de ce que je suis, je ne suis plus Christine, je n'ai plus de souffrance, je n'ai plus de famille et je n'ai plus d'identité. J'ai à peine une personnalité perceptible. Je m'éclate. Ça dure un temps indéterminé puisqu'il n'y a pas de temps. Vous comprenez? Et je découvre qu'il y a de la vie sous une autre forme. De la vie dans la non-forme. Ça va, ça? C'est complexe? Imaginons un caillou, une montagne. Il y a de la vie dans la montagne. Il y a de la vie dans la molécule. J'en dirai pas plus. Parce que c'est même difficile pour moi de le verbaliser, de le conceptualiser. En tous les cas, je comprends que je m'éloigne de ma mission ou de mon objectif de contrat d'âme. Ça va? Parce que justement, on va y venir. Je reviens et j'assiste à la rencontre de mes parents. Pas charnel, hein? Vibratoire, d'amour qui naît entre eux. Et j'observe cette scène. Et à rebours, ma mère est enceinte, je suis dans son ventre, je suis la vie, je suis son sang, je suis mes os. Et leur histoire est fantastique. Et je dis, oh, j'ai voulu supprimer la vie, j'ai voulu supprimer l'amour, alors qu'ils m'ont désiré. C'est vraiment irrespectueux. Et là, j'en prends la pleine responsabilité. À ce moment-là, je regrette mon acte de suicide. C'est la deuxième fois, j'ai déjà regretté dans le tunnel. Hein. Et en même temps, c'est tellement riche d'informations. Je comprends que j'étais Christine. Non, faux.
je comprends que j'étais une énergie dans l'espace qui a assisté à la rencontre de ses parents et qui a vu ses épreuves avant de naître. Alors là, je suis bonne à enfermer. Je le sais. J'étais d'accord avec ça. J'étais d'accord avec les problématiques de cette famille et tout ce qui ça allait composer et générer autour d'eux. Des voisins, des connaissances, de la société. J'étais d'accord d'être dans cette société, en fait. Alors que je l'ai nié. C'est la leçon de ma vie. Il y a beaucoup de leçons de vie dans cette expérience. Vous me direz ce que vous en penserez tout à l'heure. Donc, je comprends que j'ai adhéré. L'être de lumière me remet dans la lumière. Il est toujours en supervision avec moi. Il est tellement parfait. J'ai tellement envie d'être comme lui. J'ai envie de me marier avec lui. J'ai envie de fusionner avec lui. Ça me stimule vraiment beaucoup parce que j'ai l'impression que je fais peau neuve, en fait. Mon énergie est décuplée à chaque instant de l'expérience. Je gagne en force, en force vitale, vous voyez, en énergie de vie, alors que je voulais la mort, je voulais que ça s'arrête. Mais ça s'arrête pas là. C'est tout l'inverse. Mon esprit est de plus en plus vif. Je relis un peu mes notes. Parce qu'évidemment, je lui redemande où est ma mère? Et avant que j'ai fini ma question, dans cette blancheur, elle apparaît, alors là je vais pleurer, en énergie de diamant, en énergie pétillante, d'amour, de vie évidemment. Elle est scintillante, elle est majestueuse, et en fait elle est plus qu'elle. Elle est plus que maman. Mais maman, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu es belle. Tu n'es plus malade. La maladie est partie, c'est complètement dissoute. Tu es d'un amour mais tellement rayonnant, incommensurable. Approche-toi, on va fusionner. Et je tire, je veux qu'on s'unisse en fait. Et elle me fait un stop. De la main qui manie des fessées, c'est non négociable. C'est d'une autorité franche. Et là, c'est l'horreur pour moi. Comment ça, tu m'as déjà abandonné une fois, et là tu recommences, tu me repousses, mais comment c'est possible? Tu vas pas me faire ça. C'est insoutenable à la fin. Elle disparaît en reculant, tout en paillettes et tout en amour. L'amour se fond dans la blancheur. Et je n'ai plus accès à elle. Et à ce moment-là, je tombe dans un gouffre sans fond d'horreur. C'est dur. De sang, de chair dégueulasse. Ce sont des fissures d'horreur. Ce qu'on appelle une expérience de mort négative, qui m'a terrifiée pendant 20 ans puisque je ne savais pas à quoi ça correspondait. Jusqu'à temps que j'étudie le fonctionnement de l'esprit et de quoi était fait cette phénoménologie, les phénomènes de l'esprit. Plutôt que de vous dire comme certains, et je ne valide pas du tout ce discours évidemment, plutôt que de vous dire que c'est l'enfer, pour l'avoir vécu, je vous dis que c'est mon enfer personnel, d'accord? C'est mon esprit. Ce sont mes souffrances, mes peurs les plus profondes qui ont pris forme. Ça va quand je dis ça? J'ai donné forme à mes peurs les plus cachées, mes peurs inconscientes. Et finalement, est-ce que c'était néfaste? Est-ce que c'était pas plutôt enrichissant de connaître mes peurs inconscientes qui me composent et qui font de qui je suis aujourd'hui? C'était pas un avantage, ça, finalement, de visiter ces parts d'ombre? Je vous pose la question.
Je me bats avec ça. Je me bats avec ces cadavres gluants de haine. Et je les esquive et je ne veux pas qu'ils me touchent. Parce que je sais que s'ils me touchent, je disparaîtrai. Tout ce que j'aurais fait disparaîtra. Tout ce que j'ai vécu disparaîtra. Ou alors, je deviendrai comme eux. Haine. Je serai une mauvaise personne. Ça m'a fait peur pendant 20 ans, vous vous rendez compte? Ça valait le coup de se renseigner. Je me bats. Et j'ai l'impression que c'est le combat de ma vie. De visiter mes parts sombres, de les regarder en face pour faire de moi une meilleure personne, d'où la force émerge, la force vitale. Et je me rappelle que je ne suis pas une mauvaise personne, je me rappelle que je suis amoureux dans ce moment-là de l'expérience. Et de manière fulgurante, je remonte à la lumière, comme un rayon de super-héros, encore une fois. Mais nous sommes des super-héros, messieurs, dames. Je crois que c'est l'apothéose de l'expérience, parce que je suis plus du tout Christine, là. Hein. Je suis la meilleure version de la perfection. Je suis un esprit parfait, divin, fondu dans la source, qui donne naissance à chaque chose, à chaque cellule, à chaque corps, à chaque forme. Ça va quand je dis ça? Je vais vous donner une autre scène, mais il faut savoir que c'est très compliqué pour moi de la verbaliser, de la conceptualiser, d'accord? Parce qu'il n'en reste que des flashs. Imaginez-vous être, vivre, non, être. Imaginez-vous être un diamant. Toutes les facettes du diamant scintillent, partout où votre esprit tourne et regarde. Et vous avez cette sensation de pureté intérieure. En méditation, ça peut être un support pour se calmer, pour s'apaiser, pour se purifier. C'est un de mes outils principaux, je vous le dis, en méditation. En fait. Imaginez-vous que tout l'espace où vous regardez et tout l'espace qui vous compose est cristallin. C'est indicible, ça. Il faut juste en faire l'expérience pour en avoir la connaissance avec un grand C. Dans une autre scène encore très élevée, très très élevée, je vois au loin une cité de cristal, comme des milliers de Taj Mahal qui se chevauchent les uns les autres. Et plus tard, je regarderai nos solars. Ça vous parle? Si ça ne vous parle pas, vous tapez nos solars. Il y a cet hôpital divin où les âmes sont réparées. Et je vois ça au loin. C'est tellement pur de forme. Et dans la composition et dans l'espace. C'est dur, hein, de décrire ça. Je reviens dans l'espace encore auprès de l'être de lumière, j'infuse toutes ces informations, je me calme et je me délecte et je m'enrichis et je me vitalise. Je ne sais pas si ça existe, ce mot-là. Je me régénère de l'intérieur, mais un peu plus que de l'intérieur. Des couleurs de bleu me traversent et je traverse aussi les couleurs de bleu. Dans la méditation, j'ai appris qu'il y avait une couleur qui s'appelait lapis lazuli. C'est aussi une pierre précieuse qu'on utilise en support de méditation. Énergie de guérison, Bouddha de guérison, ça m'a subjuguée. J'étais émerveillée de découvrir tout cet enseignement libresque, alors que moi j'en ai fait l'expérience directe. Vous voyez? Et de superposer les deux. Waouh! Je traverse ces couleurs et je sais que physiquement, je vais guérir. Ça va être dur. J'aurai des épreuves. On me les envoie et j'accepte. C'est des flashs comme ça. Moralement, je vais être guérie. Je vais être plus forte. J'aurai des moments de faiblesse. J'aurai des épreuves. Mais je vais m'en sortir. Je serai plus forte.
Psychologiquement aussi, je serai plus forte. Tout sera derrière moi. Tout sera transformé en force. On ne pourra plus me briser. Plus jamais. Je reviens dans la blancheur, mais la blancheur a changé de vibration, on est de plus en plus haut, comme si que j'avais eu du grade, comme si que j'avais gravi les échelons de l'échelle. Et en deuxième plan, il y a l'être de lumière au centre. Je laisse à chacun l'interprétation. Moi, j'essaie de ne pas interpréter, d'accord? 2 êtres à sa droite et 2 êtres à sa gauche. Et ils discutent tous de mon corps. Du dos, vous parlez de moi, ça m'intéresse. Alors, je veux me rapprocher comme une petite souris et gratter un peu quelques millimètres pour écouter. Et ça ne m'est pas permis. C'est insupportable, encore une fois, curieuse comme je suis. Donc, on me freine et ça continue de discuter, d'argumenter pendant longtemps. Certains veulent que j'aille faire ma vie en bas, terrestre, dans mon corps. Et certains seraient d'accord que je progresse et que je reste là-haut, dans une énergie divine pour me réaliser et encore prospérer. Alors je dis, ouais, moi je veux être comme vous là. Et derrière eux, donc ça s'efface, ça se gomme, ça disparaît dans la blancheur. Et en arrière-plan, plus haut, à une balustrade, imaginez mes bras, c'est un balcon. Un petit chérubin pose son menton comme ça. Et il me regarde, moi qui suis en bas. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Et il se marre, mais il se marre, et il éclate de rire, en fait. Et je découvre l'humour. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a de l'humour, mais qu'est-ce qu'il a de la chance, j'aimerais tellement être comme lui. Et il monte, et il s'éclate, il se disperse, il fonce dans d'autres gens, mais enfin, des chérubins. Quel mot j'avais employé l'autre jour? Les angelots? Ça fait un peu biblique, et vu que je suis pas dans la religion, ça me pose un peu problème, mais ce ne sont que des mots, il faut bien identifier les choses, d'accord? Je dis pas qu'ils ont des ailes, je suis pas là-dedans. Véritablement, je les ai pas vus avec des ailes, je vais pas vous dire qu'ils avaient des ailes. En tous les cas, ça s'amuse beaucoup, ils sont tous tellement occupés qu'ils se bousculent les uns les autres et ça se marre. Je dis oui, voilà, moi ça y est, je vais aller là, je vais être comme eux. Parce que ça aide, ils aident les gens d'en bas, nous, ils aident les gens d'en haut, les défunts, et ils s'aident aussi entre eux. Ils ont des enseignements. C'est tellement enrichissant que je dis, ça, moi, ça y est, c'est ça que je veux faire. Je veux aider les gens. Oh, on m'envoie des flashs que je vais m'épanouir. On m'envoie des épreuves que j'accepte, ça je vous l'ai déjà dit. Mais beaucoup d'épanouissement, je vois des visions du futur. En flash comme ça, comme au cinéma, en cascade. Comme en discothèque, vous savez, quand vous avez les lumières comme ça qui ont... C'est incroyable, c'est riche, c'est dense, ça va vite. À ce moment-là, l'être de lumière me dit, tu as toute la connaissance, tu as tous les éléments, et tu as une force maintenant incroyable qui va te permettre de retourner dans ton corps, faire ta vie, relever les défis et faire ce qu'il y a à t'apporter. Ah non, non, non. Je suis pas d'accord du tout là. Et je ne veux pas. Est-ce que tu veux apprendre? J'ai oublié une scène. On fait un petit flashback. Est-ce que tu veux apprendre? Je dis oui. Il me dit, comment as-tu aimé? Posez-vous la question un instant. Et continuez de vous la poser jusqu'à votre dernier souffle. Parce que ça, c'est une question que je me pose chaque matin. Comment ai-je aimé? En un claquement de doigts, il m'envoie dans une revue de vie où je suis à l'hôpital. Je suis debout, j'ai 10 ans. Il y a ma tante, alitée. Elle vient de perdre des bébés, mal formés. Et dans son passé, elle a déjà perdu des fœtus et des enfants mal formés. Excusez-moi. Ça fait partie de la vie et de la mort. Mais, à la différence que je suis le bébé, je suis ma tante et je suis mon papa qui est dans la chambre. Et l'infirmière nous propose de l'accompagner pour aller se recueillir auprès de ce bébé. Moi, à 10 ans,
Il en est hors de question. J'ai un blocage total. Et je dis non, je ne peux pas. Mon père quitte la pièce. Il me laisse seule avec ma tante. Je revis toute la scène de manière exponentielle, sous toutes ses coutures, en dessous la table, en dessous son lit, dans ma tête de Christine, en tant qu'observatrice. J'ai toute la scène dans mon cœur quand je vous en parle aussi, il faut le savoir. Et j'ai accès aux pensées de ma tante à cet instant parce que je suis complètement figée, bloquée, et je n'ai aucune empathie, aucune compassion, aucune phrase de soutien, aucun regard soutenant parce que je suis tétanisée. Qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un a perdu un bébé? Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment faut-il se comporter? Je suis polie, je dois me taire, je dois être sage, je dois la regarder, je dois baisser les yeux, qu'est-ce que je dois faire? Je panique. L'être de lumière est en supervision dans cette scène et il me dit « Tu as fait de ton mieux dans ce contexte-là. Si c'était à refaire, comment agirais-tu » Comment vous dire? Je la prendrais dans mes bras. Je dirais que je l'aime. Parce que ça a influencé nos rapports familiaux. Elle ne me parle plus. Parce que dans cette scène, elle pense, et j'ai accès à ses pensées. Christine est comme son père, elle a un cœur de pierre. C'est fini entre nous. À chaque instant, nous avons le choix de manifester ou pas l'amour. Donc je vous encourage à le faire, évidemment, avec cette leçon de vie. Sans convention. Même pas avec parcimonie. Avec abondance, manifestez votre amour en toute chose. Parce que ça peut rendre malheureux autrui. Et nous aussi, quand nous ne manifestons pas l'amour, nous sommes malheureux finalement, non? Quand on se retient. Donc la leçon de vie, c'est « je ferai autrement ». Je reviens dans la lumière, j'infuse toutes les informations, je suis de plus en plus vaillante et forte. Je comprends que je vais bientôt redescendre. Et en fait, ça y est, j'y suis, je suis dans la chambre d'hôpital, décorporée. J'ai oublié de mettre le chronomètre. Combien de temps il me reste? J'y vais. Ok. Je suis décorporée, collée au plafond de l'hôpital, dans la chambre d'hôpital en réanimation. Il y a un homme, chauve, c'est mon papa, qui tient la main de cette fille allongée sur le lit d'hôpital. Elle est sur le dos, nue, avec un drap bleu posé sur son corps, avec une peau laiteuse, les cheveux sales. Elle est fracassée. Elle est fracassée au niveau de son corps. Mais je ne comprends pas que c'est moi. Elle a des électrodes posées sur la poitrine. En dessous les draps, je les vois. J'ai accès. Je suis les électrodes qui sont colorées. Ils sont reliés à une machine, donc je passe sous le lit et je vois une machine. 96, 98, 100, ça s'accélère. Je ne sais pas si c'est mon esprit qui contrôle la machine ou si c'est la machine qui agit toute seule. Il y a des courbes. Peut-être que je l'ai dit dans le désordre, non, c'était il y a longtemps maintenant. Bleu, vert, jaune, rouge. Et peut-être une ligne blanche. Je ne sais pas s'il y a des infirmières dans la salle. Je ne sais même pas à quoi ça correspond. Mais c'est les machines qui vérifient la constance, hein, les battements du cœur, la respiration, etc. sans doute. Il y a une machine qui fait du bruit. Oh, c'est énervant, ce son sourd. Je repasse sous le lit, je vais voir la machine. Et oui, ça insuffle de l'air parce que je suis sur un matelas à air pour les excas. Je repasse à la superficie de son corps, je zoome, j'arrive à ses pieds. Il y a une ardoise collée au lit, enfin accrochée au lit. Il y a des annotations de courbes de température à noter au crayon à papier. J'ai cafouillé, mais vous avez compris. Ce sont des mathématiques, j'ai même pas envie de regarder. Je quitte ça. Je zoome sur la main de mon père. Il y a de la graisse de voiture sous ses ongles. Il souffre. Il est triste. Il pleure. Ah, mais papa, pourquoi t'es si triste? Lève ta tête. Ça y est, je suis là, je suis revenue. On va s'en sortir. J'ai plein de choses à te raconter. C'est merveilleux. Tu m'entends? Oh, mais il m'entend pas. Oh, c'est pas vrai. Alors, t'es-tu comme je suis? J'incorpore mon père par le sommet de son crâne. Je suis mon père. C'est pas parce que c'est mon père, je pense que j'ai dépassé ce stade-là. Il est vaillant, mais il est affaibli. Et il lui reste une micro-onde de vie. À cause de moi. Je me rappelle ce que j'ai fait. C'est à cause de moi que t'es comme ça. T'as perdu ta femme, ta fille est dans le coma.
Ça fait 5 jours que je suis comme ça, dans le coma. Et j'ai l'impression que j'ai envie de lui faire profiter de mon énergie. Et je me distribue en lui. Je suis beaucoup par les gestes. Hein. Je suis un peu italienne. Je sors et hop, il lève la tête. Il regarde. Il me lâche la main. Et moi, je sens quelque chose. Ah, j'ai oublié un truc. Petit flashback. Parce que vous voyez, en réanimation, on est un peu dans la pénombre. Hein. Et la porte du couloir est entrouverte. Donc, il y a de la lumière dans le couloir, il y a un fort contraste. Je dis, ah, la lumière, ça me parle, je vais y aller. Ah. Et au lieu de passer par la porte, je passe par le mur. Par le mur où il y a de la matière. De la matière qui s'agglomère, mais qui vibre aussi la matière. Elle a une énergie qui est associée au constructeur du mur, le maçon maghrébin, algérien, qui a plein d'enfants. Avec sa femme, c'est compliqué. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils travaillent dur. Le mur est mal fait. J'ai accès à tout. Je peux aller loin comme ça. Hein. Si je veux, je peux aller zoomer sur la vie de son fils. En médiumnité, c'est ce qu'on fait. Je reviens dans le mur. Je passe dans le couloir. Il y a 4 chaises bleues au dossier inconfortable, incurvé comme ça. Vous savez, on n'aime pas ces chaises-là. Hein. C'est mal au dos. J'avance dans le couloir, il n'y a pas un chat, on est au milieu de la nuit. Une porte est ouverte, c'est la chambre, c'est un bureau attenant à ma chambre. Il y a une armoire qui n'est pas collée au mur. Il y a un bureau avec plein de dossiers éparpillés, un téléphone mal raccroché. Rien d'intéressant pour moi. Je repasse par le mur et je coucoumine dans la matière. C'est extrêmement intéressant. C'est hyper confortable. Oh, c'est fascinant, j'ai les images là. C'est des molécules qui bougent. J'aurais pu être chimiste ou je sais pas quoi. Je reviens dans la chambre d'hôpital. Il y a un seul truc qui m'agace. C'est cette pince en métal qui me pince le doigt. Et je l'éjecte avec mon pouce et la machine se met en branle. Et l'infirmière rousse de tout à l'heure avec la peau laiteuse et les yeux verts se précipite, elle m'injecte je sais pas quoi et youp, je repars. Et en fait, la prochaine fois que j'ouvrirai mes yeux physiques de matière cette fois-ci, je serai dans ma chambre d'hôpital où je vais passer 3 mois. Ouais, je vais vous en dire une bonne. Des fois, j'y pense pas, mais là, je crois que je vais y penser. Là. L'aide-soignante me fait ma toilette. Donc, je suis multi-opérée. Hein. Vous imaginez la catastrophe. Et quand elle me lave le dos, j'ai l'impression qu'elle me griffe. Je dis, mais vous pouvez arrêter d'être vraiment indélicate comme ça, c'est pas possible, mon sang, je viens d'être opérée, faites un effort. Toute la haine que vous avez, je sais que ça se passe mal avec votre fils. Il a des problèmes à l'école, etc. Ça va bien s'arranger un jour, il va se calmer, laissez-lui du temps. C'est parti, l'information est partie plus vite. Je n'ai rien contrôlé du tout. Et je dis, de toute manière, si vous continuez de me faire mal, on se reverra. On se reverra. Tenez-vous bien. Je récupère l'usage de mes jambes. Je travaille avec les enfants. J'adore ça. Je suis pionne. Vous connaissez pionne, surveillante en collège. Je fais de l'aide aux devoirs tous les soirs. J'adore les accompagner, les aimer. Je distribue à profusion. Cependant, c'est vrai qu'il y a un élève difficile et il m'agresse souvent verbalement. Hein. Il me provoque. Et un jour, je l'ai en permanence. Et ça déborde un peu, là. Je ne gère plus la situation. Et je dis, toi, t'arrêtes. On va discuter, viens. On va dans le couloir tous les deux. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Pourquoi tu me parles comme ça? Je suis qui, là? T'es qui, toi? Pourquoi tu me manques de respect? Qu'est-ce que je t'ai fait, en fait? La journée se passe. On va en cours de récréation. Il y a une bagarre. Évidemment, il fait partie des investigateurs de la bagarre. Donc moi, avec mon dos fragile et mes jambes fragiles, je fais attention, donc je les sépare. Il se rapproche de moi, il me crache dessus, dis donc. Il me crache à la figure. Étant donné qu'il avait un passé scolaire déjà compliqué,
les professeurs ont décidé de l'exclure. Mais il avait déjà eu des avertissements. Donc là, on parle d'une exclusion définitive. Et mon témoignage allait avoir du poids. Donc je suis convoquée un soir avec tous les professeurs dans une salle, c'est très protocolaire. Et on va exclure l'élève, bien sûr, c'est plus facile de s'en débarrasser. Hein. Sa maman arrive. C'est l'aide-soignante qui m'avait fait le dos. J'arrivais même plus à parler. Vous comprenez l'impact de nos décisions, de nos paroles, de nos gestes, amour ou haine? Ah, ça m'a bousculé cette histoire. J'en ai à l'appel des exemples comme ça. Donc bon, je suis paralysée, j'apprends la nouvelle par la femme de ménage. Parce que je lui ai dit, vous êtes une belle âme. Vous allez m'aider à me remettre debout parce que personne ne semble comprendre où j'en suis et je veux reprendre ma vie en main. Donc elle dit, mais je suis pas autorisée à vous toucher, non, restez assise, madame, de toute façon, vous pouvez même pas vous asseoir. Vous allez rester là et moi je vais rester là. Et en fait, je dis, simplement, donnez-moi la main. Et en fait, je veux la tirer pour m'asseoir, tu vois. Et en fait, elle me donne la main et moi je tire, mais je sens tout mon corps comme ça qui est coincé et très, très douloureux. Elle me dit, mais madame, de toute façon, vous ne pouvez pas vous lever, vous êtes paralysée. Mais moi, on me l'avait caché puisque mon moral était déjà trop mal. Je vais passer 1 an en centre de rééducation. Et je me suis fait engueuler, Je me suis fait engueuler par la kiné un jour parce qu'elle pensait que je dormais sur la table au lieu de faire mes exercices. Parce qu'il s'agissait de me remuscler les bras pour me transporter du fauteuil roulant aux toilettes, à mon lit, etc. Être autonome en tant qu'handicapé. Donc mon père avait fait venir les maçons pour transformer la maison et que le fauteuil passe. J'ai dit, mais papa, t'embête pas avec ça, ça va aller, je vais m'en sortir, t'en fais pas. Donc cette kiné m'engueule sur la table, Christine, arrête de dormir, t'es là pour travailler, plus vite fait, plus vite tu seras sortie, tu seras rentrée chez toi, tu retrouveras ta vie. Ah, je ne vais pas retrouver ma vie comme ça, mais tu crois que je dors, mais là je travaille. Laisse-moi faire, chut, arrête de parler, laisse-moi faire. Et là, qu'est-ce que je fais à votre avis? Je visualise, je laisse faire, je suis hyper connectée, je suis reliée, je suis reliée à la lumière, je la laisse infuser mon corps, mes os, ça distribue, ça me régénère au niveau musculaire, tissulaire, cellulaire. La lumière agit. Ne faites pas de bruit, s'il vous plaît, c'est important. C'est un temps pour soi. Pendant plusieurs semaines, j'ai fait ça. Je refusais de manger, je refusais de me laver, je voulais pas manger en collectivité. C'était le travail essentiel de revenir à moi. C'était le retour à soi. Je dis pas que je vais guérir du cancer, qui que ce soit, je dis pas. Mais je pense qu'on a un potentiel humain complètement naturel, dont on n'a même pas idée, qu'on ne soupçonne pas, dont on peut profiter. Encore faut-il en avoir conscience. Mais si on est toujours dans le chahut, dans les disputes, dans l'agitation mentale et humaine, avec toutes ces sollicitations de surconsommation, on n'a pas accès, on ne prend pas le temps. Donc ralentissons. Apprenons à nous connaître. Voilà, donc j'ai retrouvé l'usage de mes jambes. J'ai eu ma vie de femme mariée, de maman de 2 enfants. Je suis retournée en formation à l'école, à Paris, toute seule, à prendre le métro, à regarder les gens dans les yeux. Et puis un jour, j'étais figée dans mon canapé, bloquée dans mon corps, comme en prison, à plus pouvoir travailler avec les enfants parce que des images m'assaillaient. Parce que souvenez-vous que j'avais oublié cette expérience de mort imminente. Je n'avais plus aucun souvenir. Donc je n'arrivais plus à travailler, je n'arrivais même plus à me lever, je n'arrivais même plus à sourire. Et je dis à mon mari, je crois que je deviens folle. Consulte quelqu'un, va voir quelqu'un, parle à quelqu'un. Dans le bottin, au hasard, parce qu'avant c'est les bottins, pas Google. Psychopraticien, il me fait une séance d'hypnose. Pendant 6 mois, il me fait parler, tout d'abord. Il me fait parler pendant 6 mois, c'est ça. J'ai dit, de toute façon, je vais arrêter de vous payer, je sortirai plus de votre bureau parce que vous ne me faites pas aller mieux, là.
Je suis capable d'aller sous une voiture en sortant de chez vous, rendez-vous compte. Je vais vous payer jusqu'à quand comme ça, bon sang? Ayons du résultat. J'étais vraiment provocatrice parce que je me sentais en danger, en fait. C'était imminent, le danger était grave. Je commençais à aller mal parce que je ne savais pas à quoi correspondaient ces images. Il me fait une séance d'hypnose avec des huiles essentielles parce que de toute façon, je ne voulais pas sortir de son bureau. En 45 minutes, je revis dans son essence pure l'expérience de mort imminente de 5 jours. Comment avez-vous vécu votre séance, madame? Oh, je pleure d'amour. J'ai vu ma mère, le tunnel, les couleurs, le jardin, les êtres suicidés, tout, j'ai tout vu. Ah, mais oui, ne vous en faites pas, ça correspond à une expérience de mort imminente, ce qu'on dit une EMI. Je ne connaissais pas ce terme. Il me disait, ne vous inquiétez pas, ça existe, vous n'êtes pas folle, lisez Raymond Moody. Je pars à la montagne, je lis Raymond Moody. Je suis en euphorie totale parce que je me reconnais à travers un témoignage. C'est super, quoi. Et là, ça y est. Ma formation en Reiki commence, toute ma vie redémarre à fond, mais à fond, c'est l'autoroute du bonheur, là. Wouh! Je fais des rencontres incroyables, je participe à des interviews avec des noms connus. C'est pas pour me la péter, hein. C'est parce qu'il y a une résonance quelque part, j'en avais besoin, ça me correspondait, on s'enrichissait, j'étais là pour témoigner. Je fais un film, je passe dans le journal, enfin, oh, c'est dément, c'est une nouvelle vie. Et pourtant, j'espère rester humble, hein. J'espère, hein. Pas avoir le melon, comme on dit. J'ai ouvert mon cabinet. Mon mari s'est occupé de toute la paperasse, hein. Il est expert comptable, il a tout bien géré. Et moi, je faisais mes séances. Première interview en 2019, pareil, tapis rouge, des belles rencontres, des synchronicités en voiture, voilà, des signes par milliers, chaque semaine j'ai des cadeaux. J'ai des prémonitions, de la vision à distance, je continue de tirer les cartes, je fais de la médiumnité, pas en salle, mais de manière individuelle. Parfois au téléphone, c'est spontané. Parfois quelqu'un va m'effleurer, je vais avoir. En fait, j'ai l'impression que je me découvre à chaque instant. C'est un cadeau de chaque instant. Il y a des surprises de chaque instant. Donc voilà qui je suis, et voilà mon témoignage. Merci de votre écoute, messieurs, dames. J'ai oublié un passage important de l'expérience et je suis trop dégoûtée de revenir en arrière. Mais on va rebondir vite, ne vous en faites pas. Parce que vous vous rappelez quand j'ai pas voulu redescendre et m'incorporer dans ma vie de Christine, l'être de lumière me dit alors je vais t'emmener dans un autre espace. Il m'emmène dans un espace un peu gris, un peu terne, un peu triste. Je suis dégoûtée de revenir là-dessus, mais il faut que je vous en parle. D'accord? C'est essentiel aussi dans mon témoignage. Je zoome, ça, pour vous le représenter, imaginons tous une bulle de bande dessinée avec des personnes à l'intérieur, des âmes brisées, qui n'arrivent pas à se remettre en question, qui ont refusé le défi de la vie et qui sont partis volontairement, je pense. Ils sont d'une tristesse pas infinie. Ils sont tristes, ils sont trop chocs, ils n'arrivent pas à sortir de cet espace clos qui est leur propre esprit. Vous comprenez? Ils sont enfermés dans leur esprit de tristesse. Et ils ont besoin malgré tout de ce temps de compréhension, de remise en question. Et ce temps leur appartient. Et l'être de lumière me propose d'aller dans cette bulle pour prendre le temps de réfléchir, est-ce que je veux continuer ma vie ou est-ce que je veux continuer de me morfondre, de me plaindre et de voir le mauvais côté des choses, de ce qui ne tourne pas. Et j'ai dit, il est hors de question que je sois triste toute ma vie. Avec l'expérience que je viens de vivre, vous vous rendez compte de ce que j'ai appris. Mais en tous les cas, j'ai le choix. Et c'est ce qui me marque. Ils n'ont pas de mains, ils n'ont pas de pieds, ils sont dans l'impossibilité d'agir parce qu'ils ne veulent pas réfléchir à leurs erreurs du passé. Et je dis, mais moi, c'est pas mon cas. Je veux apprendre, je veux progresser, je veux m'en sortir. Donc, et c'est à ce moment-là, pardon, et voilà, que je reviens dans la chambre d'hôpital collée au plafond. Ça va? Vous m'avez suivi, excusez-moi pour cet oubli. Donc, c'est vrai que j'ai compris que l'esprit continuait, pas à la mort du corps, mais même en décorporation. L'esprit continue d'expérimenter des choses alors que le corps est là. Et je ne suis pas morte. On ne peut pas dire que j'ai eu d'arrêt cardiaque, parce que j'ai lu mon compte rendu 40 000 fois, hein, pour être sûr.
Mais j'ai compris que mon esprit était plus vif qu'à n'importe quel moment et beaucoup plus perspicace. Imaginons que nous sommes très restreints ici dans ce corps de matière, un peu dans la lourdeur de la matérialité. Hein. Donc voilà, merci pour votre attention, cette fois-ci j'arrête. Ah oui, les deux chirurgiens, oui, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'avant que j'aille en centre de rééducation, j'ai la visite du chirurgien qui évalue aussi le handicap, comment je sens, ils me font les tests musculaires, etc. Il y a un stylo bic dans le fond de sa poche, un petit papier avec un petit mot d'amour, hein, j'ai envie de dire, une petite déclaration d'amour de l'aide-soignante qui aime bien avoir un contact de peau à peau avec lui, tu vois. Et je sais ça, je vois tout, j'ai accès à tout. Et je lui dis en fait, vous n'étiez pas tout seul là, enfin c'est pas que vous ça, tout ça, l'opération, tout ça. Le mérite ne vous revient pas à vous tout seul, hein. Il est où l'autre? Comment ça l'autre, Madame Clémineau, là, on n'a pas le temps, enfin, faisons les tests, s'il vous plaît, concentrez-vous. Ne soyez pas désagréable. Je dis, entre nous, c'est pas moi qui suis désagréable, parce que vous mentez, vous n'étiez pas tout seul. Il est où l'autre? Ah, vous parlez du docteur Jacob, je donne son nom. C'est celui qui a fait la chirurgie des pieds. Et oui, docteur Jacob. Donc, vous étiez bien deux. Comment vous savez ça? Qui vous a dit ça? Vous n'avez pas à savoir ça, ça ne vous regarde pas à la limite. Hein. Eh ben oui, mais vous étiez bien deux. Et je le sais, je le savais. Voilà pourquoi j'avais dit deux. Merci du rappel. Merci.